Alors bonjour et bienvenue à cette conférence de presse en compagnie du Premier ministre du Québec, François Legault, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et du directeur de la Santé publique, Horacio Arruda. À vous. Bonjour tout le monde. Comme je vous l'avais dit, au cours des derniers jours, on a fait beaucoup plus de tests. Donc, comme on s'y attendait, il y a une augmentation du nombre de cas qui s'accélère. Puis, on s'attend à ce que ça soit la même chose dans les prochains jours. Mais on se prépare à tous les scénarios. Donc, le bilan de la dernière journée, 181 cas de personnes infectées, donc une augmentation de 42. 10 personnes hospitalisées, une augmentation de 9. 10 personnes aux soins intensifs, donc une augmentation de 4. Malheureusement, 4 décès de plus, donc on est à 5 décès. Donc, je veux évidemment offrir toutes mes sympathies, mes condoléances aux familles, aux proches de ces personnes. Par contre, je dois préciser que sur les 5 personnes qui sont décédées, il y en a 4 qui habitaient dans la même résidence de personnes âgées. Donc, quand même, ça veut dire que le nombre d'endroits est quand même limité. Mais ça vient nous rappeler justement la force de ce virus, puis qu'il faut prendre au sérieux la situation. S'il y en a qui pensaient encore que c'était pas sérieux, bien, on a toutes les preuves du contraire. Évidemment, dans la résidence en question où on a eu 4 décès, on a pris toutes les mesures pour pas en tout cas pour essayer d'éviter qu'il n'y en ait pas d'autres. Et bien, ça montre l'importance de limiter les contacts physiques. Oui, on limite actuellement, on sauve des vies, on limite la contagion. Donc, c'est encore très important de le répéter, répéter, répéter. Concernant les tests, bien, comme je le disais, on a beaucoup augmenté le nombre de tests. Donc, on a actuellement 1500 personnes qui attendent un résultat, 9200 qui ont eu un résultat négatif. Hier, en fin d'après-midi, on a eu un conseil des ministres pour opter pour renouveler ou prolonger de 10 jours le décret pour décréter l'état d'urgence sanitaire. Ça permet, entre autres, au directeur de la santé publique de lui donner donc des pouvoirs additionnels pour faire respecter les ordonnances. Par exemple, quand on dit on ne souhaite plus qu'il y ait de rassemblement ou on souhaite que les personnes qui sont infectés, puis même qui ont des symptômes, qui restent à la maison. C'est pour donner le pouvoir aux policiers, éventuellement, de faire respecter les directives du directeur de la santé publique. Mais je veux quand même là, que personne parte en peur. Là. Il y a quelques cas isolés seulement. La grande majorité des Québécois respectent les directives. D'ailleurs, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, dans le monde, moi, je suis très fier de voir comment les Québécois là, sont solidaires et respectent les directives. Je veux revenir sur les déplacements entre les régions. Je dirais les déplacements tout court. C'est important de ne pas se déplacer là, autant que possible d'un quartier à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre pour éviter de répandre les infections possibles. Donc, le moins de déplacements possibles dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je voudrais saluer un groupe de personnes peut-être qu'on oublie. Ce sont les familles du personnel de la santé, donc des médecins, des infirmières, des préposés, des pharmaciens, des ambulanciers. Ils ont des familles autour d'eux autres, donc les conjoints, les conjointes, les enfants qui voient moins souvent un de leurs parents. Je veux dire à toutes ces familles-là un immense merci du fond du cœur d'aider, d'appuyer de toutes sortes de façons nos anges gardiens. C'est très important. Je veux aussi dire un mot aujourd'hui sur les organismes communautaires. Vous savez, on a beaucoup d'organismes communautaires au Québec qui donnent des services au plus mal prix. Puis il y a une situation actuellement, beaucoup de bénévoles ont 70 ans et plus,
Donc, on leur a demandé, puis ils respectent ça, ils restent à la maison, mais ça fait moins de bénévoles pour s'occuper des plus vulnérables. Je vous donne quelques exemples. Bon, évidemment, les sans-abri, on a beau dire aux gens, restez à la maison. Bon, ces personnes-là n'ont pas de résidence, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe d'eux autres. Il y a aussi, bon, les femmes qui sont victimes de violences conjugales pour des raisons de sécurité, ils ne souhaitent pas être à la maison. Donc, il faut avoir des organismes qui ont les moyens de s'occuper de ces personnes-là. Je pense aussi aux popotes roulantes. Je regarde dans mon comté, la popote roulante, ce sont des policiers retraités qui s'en occupent, donc beaucoup qui ont plus que 70 ans. Donc, ils ne sont plus là pour aller livrer la nourriture à ceux qui en ont besoin. Donc, je veux juste dire aux organismes communautaires, on est en train, avec Isabelle Charret, de revoir comment on peut augmenter le financement de certains organismes pour qu'on puisse, peut-être dans certains cas, remplacer des bénévoles par des gens qu'on pourrait embaucher. On sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Donc, de voir comment on peut les aider à mieux servir les personnes vulnérables. Je termine en vous disant, bien, il fait beau aujourd'hui. J'ai le goût de vous dire d'aller lire Stéphane Laporte dans la presse ce matin. En tout cas, moi, je n'avais besoin ce matin, puis ça m'a fait du bien. Comme le dit Stéphane Laporte, les temps sont durs, mais le printemps est là. Et le printemps sera là, l'été sera là pour accompagner les personnes, même ceux et celles qui vont prendre leur marche seuls, hein, j'insiste là. Puis profitez-en, aujourd'hui, il fait beau, allez prendre une marche seule. Le printemps est arrivé, il est au rendez-vous. Et je termine en répétant ce que je répète à chaque jour. Chaque geste qu'on pose actuellement va nous permettre de réduire les contacts physiques, donc la contagion, donc sauver des vies. Donc, je remercie encore beaucoup tous les Québécois. Merci pour votre collaboration. Faites attention à vous et ensemble, on va passer au travers. I also want to say a few words in English. En anglais, comme prévu, nous voyons que le nombre de cas augmente rapidement et j'ai la tristesse d'annoncer que nous avons maintenant 4 décès de plus au Québec. Cela nous rappelle que nous sommes confrontés à une situation très sérieuse. Je vous demande donc d'appliquer strictement les consignes de distanciation sociale afin de contenir la propagation entre les personnes. Alors, évitez les déplacements si ce n'est pas nécessaire. Bon, vous pouvez aller faire une promenade seul, mais limiter les déplacements. Ce que nous allons faire permettra de réduire le nombre de décès dans les semaines à venir. Alors, soyez prudents, nous allons traverser la crise ensemble. Alors, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour. Je voudrais d'abord avoir des informations supplémentaires là, sur les 4 décès. Est-ce que ce sont des personnes qui étaient dans la même résidence que la première personne qui est décédée un peu plus tôt cette semaine? C'est-à-dire que c'est des personnes qui étaient effectivement regroupées dans une résidence et c'est des personnes qui avaient des facteurs de risque, comme on vous l'a dit. Dans le fond, c'est très malheureux. On trouve ça triste, mais on savait qu'on aurait des décès associés à cette maladie, particulièrement dans ces groupes d'âge. Et je tiens à mentionner, c'est pour ça aussi qu'on a pris des mesures qui ont été un petit peu critiquées au début en lien avec le fait qu'on privait les personnes âgées de leur visite familiale. C'est dans ce contexte-là, à mon avis, que c'est important d'agir. Et je tiens à ressouligner ce qu'a dit le premier ministre. C'est pas le temps de lâcher. Au contraire, on a des cas. Le virus est en terre québécoise. Il ne se transmet pas encore de façon très active dans la communauté, mais il faut surveiller ça de jour en jour. Donc, maintenez les mesures, je vous en prie. Et les plus importantes sont celles qu'on a déjà mis en place avec vous. Et n'oubliez pas le lavage de mains. Je sais que je radote, mais il faut se le répéter. Actuellement, on devrait être pratiqué plus qu'au tout début. Et là, ça demeure encore très important. Alain Laforêt, TVA. Bonjour à vous. Dans la même veine, vous dites qu'il n'y a pas de transmission active communautaire, Dr Arruda, sauf qu'un de vos collègues hier, entre autres à Bromont, Granby, a dit qu'il y avait des gens qui sont atteints
qui circulent. Il y a eu une intervention à Québec hier de quelqu'un qui circule. On sait qu'il y a des gens qui sont positifs qui circulent à Montréal. Est-ce que pour vous, ça représente un risque et qu'est-ce que vous pouvez faire pour limiter ça? Bon, écoutez, c'est sûr que, premièrement, je tiens à vous mentionner, là, quand on va parler de transmission communautaire active, là, on parle, puis là, il faut voir attention, ça pourrait commencer dans un territoire, être pas rendu ailleurs. Hein? C'est la première des affaires. Deuxièmement, il faut quand même 3 générations. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a encore des histoires de cas qu'on est capable d'enquêter puis de voir au pourtour puis d'essayer de ne pas se rendre à 3. Mais il est possible qu'il y ait des 3, mais ce n'est pas significatif en quantité actuellement. Pour ce qui est des personnes qui ne respectent pas les consignes, les ordonnances qu'on a émises, puis maintenant, avec le décret qui a eu lieu hier, nous donnent des pouvoirs pour aller la police. Notre objectif n'est pas de... Notre objectif principal, c'est de convaincre. C'est ce qu'on a fait au Québec. Et la réponse des Québécois a été très bonne. Je vous remercie. Non, notre objectif, c'est d'augmenter ça, de convaincre encore plus ceux qui ne l'ont pas fait. Mais à partir de maintenant, c'est clair qu'on va contraindre des personnes qui ne respectent pas les consignes, surtout si elles ont été avisées, contactées, puis qu'on a des informations qu'elles se promènent. Ces gens-là peuvent représenter une transmission à 2, 3, 4, 5 personnes, donc on va être obligé de contraindre dans ce cas-là. On va contraindre dans des situations qu'on sera capable de documenter. Il ne faut pas que les gens paniquent, là, mais il faut que les gens comprennent que si on n'a pas compris, qu'on le dit 2, 3 fois, que les équipes de santé publique ont des informations, les directeurs n'auront pas de problème à envoyer des agents de la paix qui vont s'organiser pour que la personne soit isolée. Alors, je n'invite pas les gens à confronter les autorités policières. C'est une question de respect. Les droits d'un individu s'arrêtent là où l'impact à la communauté est très élevé. Charles Le Cavalier, le Journal de Québec. Bonjour. Monsieur Legault, je voudrais revenir sur votre commentaire d'hier sur les écoles, sur le scénario peut-être de retour en mai. J'aimerais ça comprendre. Je sais qu'en Grande-Bretagne, il y a un rapport qui disait qu'il y a des chances que les mesures d'isolation sociale perdurent jusqu'en 2021. Des épidémiologistes aussi qui disent qu'on va peut-être devoir attendre qu'il y ait un vaccin ou des antiviraux là, efficaces avant de pouvoir retrouver une vie normale. Vous, quand vous parlez d'un scénario en mai, sur quels critères vous vous basez? Qu'est-ce qui permettrait de vous donner l'assurance qu'on peut rouvrir des écoles, par exemple? Ce que je voulais surtout vous dire, c'est qu'on avait annoncé le 31 mars. Là, je voulais être bien clair que c'est peu probable que ce soit le 31 mars. Donc, le délai, disons, le plus optimiste, c'est le 1er mai. Donc, on reporte la décision jusqu'au 1er mai. Mais effectivement, c'est possible que ça aille plus loin que ça. Je veux dire, c'est quoi les critères? C'est ça ma question. Quels critères vous permettent de décider de... Une analyse épidémiologique de ce qui se passe sur notre territoire, sur le nombre de personnes qui ont été infectées. Actuellement, on peut en avoir des centaines de scénarios. On les regarde tous. Le virus pourrait disparaître de lui-même cet été. Hein? Ça, c'est le hyper-optimiste, celui que je serais super content, puis on serait tous ces peines le 24 janvier. Mais je pense que c'est peu probable. Il peut ralentir, revenir. Puis là, il faut voir les dynamiques. Quelle proportion des gens ont été infectés? Est-ce que le virus va continuer à circuler de façon intensive si 70 des gens ont été infectés? Là, on se concentre sur l'augmentation et l'aplatissement de la courbe parce qu'on ne veut pas surcharger notre système de soins, puis on ne veut pas choisir entre une personne ou une autre par rapport à ça. Mais les gens vont parler souvent d'hypothèses, de possibilités. Nous, on les regarde tous. Mais la décision est prise en analysant ce qui se passe au jour le jour. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est en fonction des dernières données qu'on a eues hier soir jusqu'à minuit. OK? On va regarder encore la situation. Qu'est-ce qui se passe en Estrie? Qu'est-ce qui se passe à Granby? Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Et avec ça, avec cette information-là, on applique nos différents principes. Puis ce que je vais vous dire, même si ça s'accélère de façon importante, ce qu'on a déjà mis en place est déjà, je vous dirais, une grande diminution des gens qui circulent un peu partout. OK? Il faut équilibrer les avantages de fermer quelque chose, parce qu'il faut que la société fonctionne aussi quelque part. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais on ne prend pas de chance. Mais je n'irai pas vous parler des 14 scénarios qu'on peut avoir. On peut en avoir 14. Vous allez entendre plein de choses dans les médias, c'est correct. Ça fait partie de la liberté d'expression. Mais soyez assurés qu'au Québec, puis par rapport aux autres provinces, on est quand même relativement... Puis quand je dis ça, là, c'est aujourd'hui. Mais je ne veux pas que ça se détériore. Mais il va y avoir des cas. C'est sérieux, donc. Mais si vous faites ce qu'on vous dit, on est, je vous dirais, en meilleure position pour aplatir la courbe, puis on va réévaluer. Plus on l'aplatit, moins il y a de gens qui sont malades, moins il y a de gens qui sont malades, moins il y a de gens qui sont protégés. Vous
Comprenez-vous? Puis là, ça peut revenir, mais ça va dépendre comment le virus va se comporter. Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour. Justement, quel effet les mesures de confinement ont eu sur les projections qui ont été réalisées lundi? En d'autres mots, Dr. Arruda, est-ce qu'on est en train, donc, de simplement déplacer la courbe ou vous confirmez que, oui, nos mesures montrent qu'on est en train de l'aplatir, la courbe? On a appliqué les mesures à partir des expériences. Moi, je vais vous dire, il est encore un petit peu trop tôt parce que je vous l'ai dit, ça prend 10 à 12 jours après les mesures pour être en mesure de voir l'impact. Puis là, en même temps, on est en train d'augmenter le nombre de tests. Je ne sais pas si vous comprenez, il y a différents facteurs qui font augmenter, d'autres qui font diminuer la réalité. Parce que la réalité, là, il n'y a personne, il n'y a aucun pays qui l'a vraiment eu parce qu'il y a plein de gens qui ont fait la maladie et qui n'ont pas été testés, OK, en termes de dénominateur. Mais ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ce qu'on a fait, c'est basé sur ce qu'ont fait les autres, OK? On n'a pas contenu une province encore, hein, parce qu'on n'est pas dans la même situation. Mais ce qui a marché le plus, c'est la distanciation sociale, c'est aussi l'arrêter. Parce que si on vous dit, là, je vais donner un exemple, si on ne fait pas seulement la distanciation sociale, mais que les gens se rassemblent beaucoup, font des parties ensemble, bien, quelqu'un infecté va en infecter 8, puis ça va être encore plus compliqué. Fait que tout ce qu'on fait actuellement, là, c'est ce qui marche le plus. Vous allez peut-être me poser la question, les magasins, OK? C'est pas tellement dans des sorties rapides où on est peu en contact avec les gens que la transmission se fait. Il y en a, mais c'est faible par rapport à l'investigation faite autour d'un cas et de contact. La résidence qu'on investigue actuellement, on s'organise pour qu'elle ne devienne pas, ça ne sorte pas dans la communauté. Ça, c'est plus important que de fermer les magasins, par exemple, complètement. Mais s'il faut en arriver à fermer le magasin parce qu'il y a beaucoup de circulation, comme tel, on va le faire. Mais c'est vraiment les rassemblements de personnes ensemble, plus proches, d'un famille, qui vont être à risque. Quand ça va se mettre à circuler beaucoup, là, votre voisin, là, peut-être qu'il ne saura pas, mais il va peut-être être infecté. Donc, bien plus ça quand on est ensemble plus longtemps, enfermés dans une petite pièce, que d'aller faire un tour rapidement au magasin en faisant attention à la distanciation sociale. Mais si ça change, on va vous le dire. Mais c'est ça qui est important. Et c'est ça qui nous donne le temps. Hein? C'est ça qui nous donne davantage de temps pour le réseau, pour se préparer. Et on continue là, de préparer le réseau. On est à 4600 lits qui sont libérés, là. Alors, on continue aussi de libérer des lits de soins intensifs. Et moi, je vais en profiter pour remercier des gens. Puis ça, je pense qu'il faut le faire à tous les jours, comme le fait le premier ministre. Moi, j'ajoute aussi les pharmaciens, les inhalothérapeutes. Monsieur le premier ministre a dit les ambulanciers, le personnel administratif, il ne faut pas les oublier, le personnel du ministère, les gens qui travaillent dans les laboratoires, là, les gens qui travaillent au niveau des services alimentaires, tout ce qui est le soutien du réseau, mais dans la communauté aussi, les policiers, les pompiers, les municipalités et les familles de tous ces gens-là, comme le disait M. Legault. Alors, moi, je veux vous dire aujourd'hui que le réseau, là, est en train de préparer de façon majeure la réponse aux besoins des citoyens et ça évolue très bien parce que nos citoyens nous suivent et prennent ces mesures. Plus vous allez nous donner du temps, et on parle plusieurs jours, plus on va être en mesure de se préparer, le réseau, pour recevoir les gens qui vont avoir besoin de soins. Alex Boissonneau, Radio-Canada. Madame, messieurs, bonjour. J'aurais une question sur la courbe aussi, sur les projections que vous faites, parce que hier, on avait lieu de croire qu'il y avait quelque chose de positif qui est en train de se passer. On pensait qu'il y aurait peut-être une inflexion de la courbe. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on a comme résultat aujourd'hui? Là, on parle d'un total de 5 morts, on parle d'une augmentation significative quand même du nombre de cas rapportés. Or, le 12 jours dont vous parlez, ça arrive lundi si on pense aux premières mesures. Donc, qu'est-ce que vous recherchez sur la courbe? Je comprends qu'on ne veut pas baisser la garde, mais il y a une fine ligne là, entre l'espoir non fondé et la garde qu'on veut maintenir. Oui, j'aimerais ça aussi qu'on replace la perspective de notre population puis de nos courbes de Canada versus de Québec versus la Chine, puis etc. La courbe du Québec puis la courbe du Canada, c'est la somme des courbes qu'il y a un petit peu partout. OK? On peut voir dans une ville une courbe qui fait ça, mais on n'est pas dans la même perspective que quand de la Chine, parce que quand on va additionner la courbe de Québec, de Montréal, de Laval, la courbe va avoir une autre tendance. On a commencé à avoir une certaine inflexion, mais on savait qu'on ne testait pas assez de personnes, puis etc.
mes épidémiologistes me disent, on regarde ça, puis on va voir les données, parce qu'il faut aussi savoir que actuellement, on a récupéré un certain backlog de cas. Hein? On a aussi décentralisé beaucoup de tests parce que c'est important. Là, nous, les statistiques, c'est très important. Mais la priorité numéro 1, c'est de traiter le monde, puis 2, de s'occuper des patients, puis d'avoir un bon portrait. Fait qu'on on aurait pu décider d'attendre encore une semaine pour décentraliser, pour faire des tests, pour avoir une technique parfaite d'échange d'informations, mais on a voulu agir. Fait que là, on a un certain niveau, je dirais, là, de retard anticipé normal, mais on n'a pas voulu arrêter les tests. Fait que, je vais vous le dire bien honnêtement, il est possible qu'on voit que cette inflation-là, puis là, c'est des hypothèses, il faut que je le dise, va re-augmenter un petit peu pour redescendre un petit peu en fonction de cet événement-là. Mais on n'est pas... mes épidémios disent, même si on avait beaucoup de cas, puis demain, on va en avoir probablement de certains qui ont été faits à certaines journées, qui vont être annoncés, là, qui datent de peut-être de 2-3 jours, puis qui vont s'installer, on n'est pas dans une situation où nos scénarios les pires sont pris en compte. Mais on va le monitorer. Puis c'est normal qu'au début, on voit des cas plus sévères parce que c'est ceux-là qui sont mesurés parce qu'on n'a pas encore élargi toutes les populations de tests. Mais on est encore, d'après ce qu'on dit. Puis on va vous le dire, là, s'il faut faire d'autres choses, on va vous le dire. Mais déjà, si vous me permettez, ce qu'on fait, c'est quand on est en accélération déjà, là. On l'a comme mis avant, là, avec du convaincre. Puis là, s'il faut contraindre, on va contraindre. Puis s'il faut prendre d'autres mesures très importantes je vais donner un exemple, on appelle le mot « shutdowner » le processus, on le fera. On ne prendra pas de chance. Mais on veut sauver notre capacité. Puis ça, c'est évalué au jour le jour. Madame, Messieurs, si vous me permettez, je vais poser une question à mon tour avant de renvoyer dans la salle. Vous le savez, Terre-Neuve réclame maintenant l'isolement volontaire des ressortissants canadiens qui viennent des autres provinces. Je sais que M. Arruda, je crois, a évoqué aussi un éventuel contrôle entre le Québec et l'Ontario. Est-ce que c'est envisagé très prochainement de resserrer le contrôle sur les ressortissants canadiens qui viennent des autres provinces au Québec? Bien, écoutez, j'ai dit ça comme étant une possibilité X, Y, Z, mais il faut comprendre que l'Outaouais et Ottawa, là, c'est comme une même région, hein? En termes d'échange de services, de soins, etc. Là, les gens travaillent, etc. Fait que quasiment à la limite, on pourrait avoir une approche, je vous dirais, là, de fermer la frontière là, mais c'est pas une frontière, c'est une frontière politique, c'est une frontière administrative, mais la population, elle est comme la même. Je ne sais pas si vous comprenez. La région d'Ottawa et d'Outaouais, et donc peut-être s'il y aurait une affaire à faire, il faudrait le faire avec l'Ontario en termes de discussion, puis ça pourrait être entre l'Outaouais puis Ottawa, puis d'autres régions du Québec. Mais comme j'ai dit, moi, c'est sûr que j'exclus rien. Parce que je ne veux rien exclure. C'est possible techniquement, mais comme je vous le dis, c'est comme si, je vous dirais, il y a des villes qui sont facilement séparables, mais la ville de Gatineau et la ville d'Outaouais, là, à part que c'est dans deux provinces, Gatineau et la ville d'Ottawa, excusez-moi, à part que c'est deux provinces différentes, c'est quasiment une même région de vie sociale. Il faut prendre ça en considération, même pour nos soins. Si on manque de soins à Gatineau, on va pouvoir compter sur Ottawa, puis Ottawa, c'est l'inverse aussi. Un deuxième tour de questions, donc, pour Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Hugo, est-ce que vous êtes en discussion avec la Sûreté du Québec, par exemple, les corps policiers, pour éventuellement durcir, si on veut, les contraintes aux citoyens par le biais d'amendes, par exemple, que c'est possible de mettre des amendes? Il y a également des gens, on me signale que dans la région de Charlevoix, par exemple, il y a des touristes qui sont déplacés là-bas, qui se promènent dans la population et qui vaquent à leurs occupations là-bas. Est-ce qu'il pourrait y avoir des contraintes plus sévères, des contraintes policières imposées par les policiers avec des amendes? Est-ce que vous êtes en discussion avec la SQ en ce sens-là? Non, il n'y a pas rien de prévu à court terme. Il y a des cas isolés. Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique, parle avec les corps policiers à être prêts si jamais c'est nécessaire, mais on n'est pas là. On ne souhaite pas aller là non plus. Je pense que ce qu'on souhaite, là, c'est on ne veut pas créer un chaos. On veut que les Québécois le fassent de bonne foi. Puis quand je regarde ce qui se passe ailleurs, là, on est pas mal bon. Alain Laforêt, TVA. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement canadien a annoncé le rapatriement de ses ressortissants aujourd'hui. Il y a beaucoup de Québécois qui sont coincés à l'étranger, dans certains endroits où les espaces aériens sont fermés.
Est-ce que vous êtes en discussion et est-ce que vous avez bon espoir qu'on puisse ramener tous les Québécois au pays? Bien, d'abord, il y a une situation où on doit être prudent. Si certaines de ces personnes-là ont été testées positives, on ne veut pas les ramener tout de suite. Donc, il peut y avoir un délai jusqu'à 14 jours, jusqu'à temps que les symptômes ne soient plus là. Mais effectivement, là, je pense que les compagnies aériennes collaborent pour le faire à des tarifs raisonnables pour ces personnes-là. Mais c'est pas simple parce qu'il y en a dans beaucoup de pays, puis c'est des petits nombres. Mais je pense que le gouvernement fédéral fait un bon travail, puis on est coordonné, Nadine Giraud, avec les autres. Charles Le Cavalier, le Journal de Québec. Je me demandais, pour les gens qui sont aux soins intensifs, est-ce que vous allez commencer à dire à peu près les groupes d'âge des gens qui sont aux soins intensifs? Est-ce que c'est une donnée qui serait utile de rendre publique? On comprend qu'on est avec des très petits chiffres encore, là, mais l'information que j'ai, moi, c'est des gens qui ont un certain âge. Je ne sais pas si vous comprenez que pour commencer à faire une catégorisation, il faut toujours faire attention aux questions de nominat, aux questions de confidentialité, là, mais quand on va avoir assez de cas, on va être en mesure de vous donner des groupes d'âge entre tel âge, puis tel âge, puis tel âge, tel âge. Mais actuellement, à ma compréhension, c'est des gens qui font partie des personnes qu'on a dit à facteur de risque. Puis pendant que je vous dis ça, il peut y avoir quelqu'un qui passe d'un soin intermédiaire à un soin intensif ici actuellement. Là. C'est dynamique. Là. Je parle des données hier soir à 9 h. Puis je pense que quand on aura plus de cas, on verra comment on présente les choses. Mais actuellement, j'ai pas... les gens sont malades, sont aux soins intensifs, mais c'est des gens qui ont des facteurs de risque et qui ont un certain âge. S'il y avait un profil différent, par exemple, où ce serait des jeunes qui auraient des syndromes comme on a eu dans d'autres types de maladies ou ailleurs, là, on ajusterait nos messages aussi pour la population. J'allais juste dire, juste que les gens comprennent bien, là, il y a 19 personnes hospitalisées, dont 10 aux soins intensifs. Et Daniel disait, il y a 3600 lits disponibles. Donc, on est rendu à 4600 lits de disponibles pour éventuellement accueillir plus de personnes qui auraient besoin d'être hospitalisées. Donc, il y a toute une marge, là. Mais je veux peut-être revenir aussi sur la question de l'évolution. C'est important, on regarde le nombre de cas par 100 000 habitants. On regarde le nombre de tests par 100 000 habitants. On se compare avec ailleurs, puis ça va mieux ici que la moyenne. Donc, évidemment, si on a ailleurs une courbe très accélérée, puis nous autres, on en a une qui est accélérée, mais moins accélérée, c'est bon signe. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une accélération. Ça va continuer, surtout étant donné qu'on fait plus de tests. Donc, en faisant plus de tests, automatiquement, si on garde le même ratio qu'on avait les derniers jours, on va avoir plus de personnes qui vont officiellement être infectées, là. Donc, tout ça qu'on suit là, tous les jours, c'est pas toujours simple d'avoir les données de tout le monde dans tous les pays, mais on essaie de le faire. C'est pas exact comme méthode, mais en tout cas, moi, je peux vous dire, je les regarde de très proche, là. On a amélioré nos opérations. Alors, tout ce qui concerne le dépistage, c'est amélioré. Le 811, les cliniques, les laboratoires, on a la capacité là, de répondre. Et moi, ce que je veux dire aussi, c'est que le réseau, là, je l'ai déjà dit, mais je le redis, se met aussi en mode de distanciation sociale, mais d'un point de vue constructif. Hein, maintenant, les interventions là, vont se faire beaucoup plus par téléphone, là, hein, au niveau des cliniques médicales puis des services psychosociaux. De la téléconsultation, il va en avoir partout. Il va en avoir en milieu hospitalier, il va en avoir dans les cliniques médicales, les GMF. Il va en avoir en CHSLD. On est en train de placer ça, là. Alors, le plus possible, on va le faire, l'intervention à distance pour protéger tout le monde. Mais même au niveau psychosocial, on invite les intervenants à appeler les gens qui sont, des gens qui voient habituellement. Si les gens n'ont pas d'intervenant psychosocial, ils peuvent appeler leur CLSC. Vous savez, il y a plus d'anxiété. Là, actuellement, on veut y répondre. Alors, appelez votre CLSC. Puis on est en train de faire un plan encore plus ciblé pour tout ce qui concerne le volet psychosocial au Québec. Dans 2 jours, on vous annonce ça. Donc, on s'occupe de notre monde. Puis je vais vous dire, les urgences, là, actuellement, on n'a jamais vu ça au Québec,
La moyenne de taux d'occupation, vous êtes familier avec ça, on est rendu à 66 Je n'ai pas regardé dans la dernière heure, c'est probablement plus bas au Québec. Alors, tout le monde est en dessous de 100 Ça dégage. Et là, il y a des intervenants, évidemment, qui vont être réorganisés. Là, si je peux le dire comme ça, on va leur demander d'aller dans d'autres services là, pour prêter main forte. Mais il y a comme un peu d'oxygène là, qui se fait avec 4600 lits. Donc, on s'occupe de nos intervenants aussi là-dedans. J'ai vraiment une chose à vous dire là, qui est importante. On évalue tous les scénarios. On ne veut pas s'asseoir sur nos lauriers en disant « Hey, ça va bien, puis demain, ça ira pas bien, puis il y a une prix. » Mais on a été très proactifs. Le délestage s'est fait avant même qu'on ait de besoin. Parce qu'on sait que quand on est réactif, on est déjà un petit peu en retard, c'est plus compliqué à implanter. Mais quand on implante des choses, il y a des ajustements. Là. Les lignes 811, 1877, c'était pas parfait, mais on réagit rapidement pour être capable de réajuster. On a cette marge de manœuvre parce qu'on s'est dit, commençons tout de suite, même si on sait qu'on n'a pas de besoin. On a eu cette chance-là de voir ce qui s'est passé ailleurs, parce que c'est aussi une chance. Il y a ailleurs qui sont fait avoir. Donc, en étant proactif le plus possible et moins réactif, ça nous donne de la marge de manœuvre. Ça nous donne que quand on implante quelque chose, on a le temps de le peaufiner, de l'améliorer. Je trouve ça très important que vous compreniez. C'est ça que le Québec a fait. Proactivité, délestage pour les systèmes de soins, etc., puis mise en place de mesures avec des réponses. On n'a pas contraint. On n'est pas arrivé le jour au lendemain en disant, là, ça y est, tout le monde reste à la maison, puis on ne vous parle plus, puis que les gens auraient mal réagi. Les Québécois suivent, les Québécois sont au rendez-vous. Ceux qui ne le sont pas, on va s'organiser pour qu'ils soient. Puis avec ça, je demeure. J'aimerais ça être déjà rendu au début mai pour vous dire le résultat, mais il faut y aller au jour le jour, mais surtout pas, ni vous, ni nous, s'endormir sur nos lauriers. Tommy Chouinard, La Presse. Plusieurs choses, Monsieur le Premier ministre. D'abord, est-ce qu'on comprend que 4 des 5 décès sont survenus chez des personnes qui habitaient dans la résidence de Lanaudière? Combien de personnes, par ailleurs, sont en attente pour un test? Et est-ce que, parce que vous parlez du début mai, Dr Arruda, mais est-ce que le pic 5 avril, c'est ça qui est envisagé? Voilà. Est-ce que vous me parlez du nombre de personnes dans cette résidence? Il faut comprendre une chose. Là. Moi, je n'ai pas toutes les données hyper pointues parce que pour des raisons de confidentialité. OK? Je veux juste m'assurer que j'ai bien compris votre première question. C'est en lien avec cette résidence-là? Okay, je vais résumer. Excusez-moi. Le Premier ministre, au départ, vous avez dit que 4 des 5 décès sont survenus dans la même résidence. Là, je crois bien m'exprimer en disant cela. Puis la réponse que vous avez donnée, Dr Arruda, était... je l'ai interprétée de façon plus ou moins raison. Il y en a 4 dans la résidence, puis un communautaire comme tel. C'est le premier ministre qui a raison. OK. Puis le communautaire, c'est... Bien, c'est une personne, c'est-à-dire qui n'était pas dans cette résidence-là, qui est décédée. C'est une personne qui n'était pas nécessairement en résidence, mais qui était chez elle. OK. Donc, puis pour le pic 5 avril, puis les personnes qui attendent des tests là. Oui. Actuellement, on fait des tests pour les personnes qui sont allées en voyage et qui ont des symptômes. OK? On a une plus grande capacité que la demande actuellement. Donc, la demande, disons, c'est 3 000 à 4 000 par jour, puis on a une capacité d'au moins 6 000 qu'on peut faire les tests. Éventuellement, puis on se prépare, on pourrait commencer à faire des tests pour des personnes qui n'ont pas voyagé, mais qui ont les symptômes. Donc, ça, il faudra en avoir encore plus de tests. Donc, on est en train de se préparer. Mais pour l'instant, la demande est pas mal inférieure à la capacité pour les personnes qu'on veut tester, c'est-à-dire les personnes qui ont des symptômes et qui ont voyagé ou qui ont rencontré quelqu'un qui avait voyagé et tout le personnel du réseau de la santé qui a des symptômes. Donc ça, c'est le groupe qu'on veut tester. Actuellement, on a plus de capacité que la demande journalière. On registre du nombre de personnes en attente pour ces tests-là? C'est-à-dire que les gens qui attendent de recevoir le test, combien de personnes attendent de suivre un test? Les gens qui attendent des résultats, c'est 1500, mais il n'y a pas de personnes qui attendent dans la catégorie. On est capable d'en faire plus chaque jour que la demande. Là où il y a une attente, c'est pour avoir le résultat du test. Puis là, bien, comme on le voit, il y a une baisse importante. Il en reste juste 1500 qui vont probablement avoir leur réponse demain ou après-demain.
vous vouliez... Docteur Alex Arruda, Boissonneau, vous voulez excuse-moi, s'exprimer sur le Dominique 50. Alex Boissonneau, Radio-Canada. J'aimerais juste savoir comment ça se passe sur le terrain, dans les hôpitaux notamment, dans le système de la santé. On nous rapporte qu'il y aurait plusieurs gestionnaires du réseau, entre autres dans la capitale nationale, qui ne respecteraient pas nécessairement les consignes que vous avez envoyées, que ce soit pour le télétravail de certains employés, que ce soit pour les employés qui ont plus de 70 ans, par exemple, qui travaillent dans le réseau. Est-ce que ça se passe bien aussi dans votre relation avec le syndicat sur le terrain? Donc, comment ça se passe dans le réseau comme tel? Dans les établissements, puis je suis au courant de la situation de la capitale nationale. D'ailleurs, on a eu des contacts, le sous-ministre en titre a eu des contacts avec le PDG et l'établissement de la capitale nationale. C'est clair, nos orientations, le télétravail dans toutes les possibilités que ça offre. C'est sûr qu'il y a des moments où c'est pas possible, il y a des endroits où c'est pas possible. Alors, il faut faire les mesures de protection là, dont on parle toujours. Et également, les travailleurs de 70 ans, bien, eux, évidemment, en santé, on en a besoin. On a plusieurs, par exemple, médecins qui ont 70 ans et plus. Mais justement, là, il faut évaluer cas par cas. Puis il faut les mettre dans une situation où ils ont les mesures de protection. Alors, c'est ça, ce sont nos directives pour les employés du réseau. C'est important de le répéter, ce que Daniel vient de dire. Depuis le début, on dit, pour, par exemple, les médecins qui ont 70 ans et plus, c'est du cas par cas. Donc, j'ai vu en certains endroits dire, il y a une différence, on ne suit pas les consignes. Non, non. Nos consignes ont toujours été, depuis le début, pour les médecins, c'est de 70 ans et plus, c'est du cas par cas. Ça dépend, est-ce qu'on a d'autres médecins disponibles à cet endroit-là ou non? Donc, c'est comme un peu la balance des inconvénients. Donc, on a toujours dit depuis le début, c'est possible que des médecins de 70 ans et plus travaillent dans le réseau parce qu'on a besoin d'eux autres, puis qu'on pense que c'est important qu'ils soient là. Puis évidemment, on a leur accord. 70 ans et plus, par exemple, pour le reste du personnel, est-ce que c'est du cas par cas aussi, juste pour préciser? Est-ce que c'est la même chose pour les ergothérapeutes, pour le reste du personnel, les infirmières? C'est du cas par cas. Now we'll have to switch to English, sorry. First question to CBC, Josh Grant, please. À la CBC. Thank you for being here today. For Mr. Legault, Pour Monsieur Legault, you explained in French. I just want to get an explanation. vous avez dit en français, j'aimerais que vous le disiez en anglais. Qu'est-ce que vous faites pour renforcer les mesures qui ont été mises en place? On a vu une femme qui a été arrêtée hier. Vous dites que c'est un cas isolé. Vous avez dit que la ministre Guilbeault a des conversations avec la Sûreté du Québec. Alors, quelles sont les options pour augmenter la pression, pour faire respecter les consignes? Alors, pour faire appliquer les consignes, il faut bien comprendre que nous avons le pouvoir, l'autorité de le faire. Jusqu'à maintenant, nous avons décidé de ne pas utiliser ce pouvoir, de ne pas demander aux policiers de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rassemblement, par exemple, ou que des gens qui sont censés être à la maison y soient bien, sauf pour des cas exceptionnels. Nous avons décidé que la bonne volonté est la meilleure approche. Jusqu'à maintenant, nous allons continuer de demander la collaboration de tous les Québécois. Est-ce que je comprends que la SQ va contribuer pour aider à expliquer ou à informer le public? Est-ce que vous travaillez en coordination avec eux? Certainement. Geneviève Guilbeault leur a demandé d'informer la population. C'est vraiment une... Alors, c'était François Legault, Daniel Mécan, ministre de la Santé, premier ministre Legault, et Horacio Arruda, qui est directeur national de la santé publique, donc point de presse quotidien. On va en parler avec notre collègue Alex Boissonneau. Alex, peut-être revenir justement sur cette question qui vient